Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma deuxième démonstration préférée du théorème spectral. Visiblement, ma dernière démonstration du théorème spectral vous a beaucoup plu et je vous remercie beaucoup d'ailleurs pour vos nombreux retours et commentaires que j'ai pu avoir sur cette vidéo. À moi aussi, elle me plaît beaucoup, mais aujourd'hui, j'aimerais vous démontrer le théorème spectral d'une manière un peu plus particulière puisqu'on va passer par la physique pour démontrer un résultat mathématique. Et c'est un peu le chemin inverse qu'on fait habituellement, puisque d'habitude, en physique, les mathématiques sont un outil pour démontrer des résultats. Et aujourd'hui, c'est une démonstration un peu curieuse que je vais vous présenter, et elle va s'appuyer sur une approche énergétique. Alors je vais rapidement rappeler l'idée de la démonstration du théorème spectral. On considère une matrice M euh, symétrique réelle, et le théorème spectral dit justement que elle est diagonalisable, que ces vecteurs propres forment une base orthonormée et que les valeurs propres sont réelles. Alors le début de cette démonstration est commun à toutes les preuves en fait, puisqu'on fait un raisonnement par récurrence sur n, la dimension de l'espace, ou bien en l'occurrence ici, la taille de la matrice. En fait, qu'est-ce qui se passe? On a notre matrice de cette manière-là. L'idée, c'est de trouver un sous-espace V stable et d'écrire la matrice dans une nouvelle base associée à la décomposition en somme directe de l'espace V plus l'orthogonale. De cette manière, on peut décomposer la matrice comme ça, par bloc. Là, on a V, là, on a V orthogonale. Et puis, si V est de dimension 1, c'est terminé, on a une valeur propre ici, et puis on refait la même démonstration dans ce sous-espace-là. Sinon, on réapplique à chaque fois le même raisonnement sur les différents sous-espaces, et par récurrence, on arrive à diagonaliser la matrice et à construire ainsi une base de vecteurs propres. Donc le centre de la démonstration, c'est de réussir à dégager V, un sous-espace stable par la matrice, et c'est précisément ce qu'on va faire maintenant. Je me donne M, une matrice symétrique réelle, et l'idée de cette preuve, ça va être de considérer l'équation différentielle suivante. X seconde est égal à moins M fois X, où X est un vecteur de Rn. À ce stade, je vous l'accorde, on ne voit pas encore bien le lien avec la physique, puisque c'est une équation différentielle très générale, a priori, mais en fait, on va pouvoir faire une analogie qui va être très fructueuse dans la suite. En fait, en physique, ce genre d'équations différentielles, on les utilise tout le temps, et la plus connue d'entre elles, c'est bien la deuxième loi de Newton. Mais comment faire maintenant le lien entre ces deux équations? Bien en fait, pour réussir à faire l'analogie entre cette équation différentielle et le principe fondamental de la dynamique, on peut remarquer que x joue le rôle de la position, c'est-à-dire x seconde joue le rôle de l'accélération. Et pour étudier le membre de droite, on peut remarquer que, en fait, une force, ça s'exprime comme moins le gradient d'une énergie potentielle. Donc on aurait envie de dire que cette force-là dérive de l'énergie potentielle mx carré sur 2. Alors maintenant, on a ici affaire à des matrices, donc on va devoir un peu reformuler ce résultat, mais on peut écrire néanmoins 1 demi du produit scalaire de x avec mx. En fait, cette expression-là est l'analogue de l'énergie potentielle dans cette équation différentielle. Alors l'analogie est très intéressante et porte complètement ses fruits quand maintenant on considère une quantité, que je note E, qui est en fait l'énergie du système qu'on est en train d'étudier. Alors pour ça, je dois mettre ici l'énergie cinétique et ici l'énergie potentielle. Alors pour ça, en fait, l'énergie potentielle, on l'a déjà trouvée. C'est bien 1 demi de x scalaire mx. Et l'énergie cinétique, comme dans l'expression en physique, c'est 1 demi de la masse. Or ici, on voit bien que la masse, c'est 1. Et donc, on a 1 demi de 1 fois la vitesse, donc la norme, de x' au carré. Sans perdre de généralité, je peux prendre E de cette forme-là en omettant les facteurs 1 demi. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est considérer
la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Le temps ici étant l'analogue mécanique du paramètre dont dépend le vecteur x. Alors je sais que la norme au carré, ça s'exprime aussi comme le produit scalaire du vecteur avec lui-même. Et comme le produit scalaire est bilinéaire et symétrique, en fait, en dérivant, j'obtiens 2 fois le produit scalaire de x' avec x secondes. Et de même, par bilinéarité, j'obtiens, donc en dérivant ce terme, x' scalaire mx plus x scalaire mx'. Et maintenant, je vais invoquer un argument central qui est que M est une matrice symétrique par hypothèse. Donc, ce terme-là est égal à mx scalaire x'. Et par symétrie du produit scalaire, ce terme-là et ce terme-là sont parfaitement égaux. Et donc, la dérivée de l'énergie vaut 2 fois x' scalaire x secondes plus 2 fois x' scalaire mx. Par linéarité à droite du produit scalaire, je peux réécrire x' scalaire x secondes plus mx. Or, x secondes plus mx, c'est égal à 0 puisque x est solution de l'équation différentielle qu'on a considérée plus tôt. Autrement dit, je viens de prouver que la dérivée par rapport au temps de l'énergie est égale à 0. Autrement dit, E est une constante du mouvement. À présent, je vais considérer l'application qui, à tout vecteur, associe x scalaire mx divisé par la norme de x au carré, où x n'est pas le vecteur nul. Alors cette application est continue, essentiellement par continuité du produit scalaire et par composition de fonctions continues, sur la sphère unité que je note Sn-1. Or la sphère unité est compacte car elle est fermée et bornée en dimension finie. Donc, par le théorème des bornes atteintes, il existe bêta, le minimum de x mx sur x carré. Premier cas, bêta strictement positif. Alors dans ce cas-là, x mx est supérieur à bêta x carré, supérieur à 0. Ainsi, on a que l'énergie mécanique, comme ce terme-là est positif, est supérieur à x mx, lui-même supérieur à bêta x carré. Or, on a démontré que l'énergie était constante, donc on vient de démontrer que x est borné. Autrement dit, les trajectoires de mon système mécanique sont bornées. Essentiellement, à une dimension, on aurait le cas de figure suivant, c'est-à-dire un oscillateur harmonique avec une énergie constante. Ça, je rappelle que c'est mon énergie potentielle, la x, une énergie constante et mes trajectoires qui sont bornées entre ces deux abscisses-là. Maintenant, si bêta est négatif, je peux tout à fait considérer la nouvelle matrice m tilde qui est égale à m moins 2 bêta identité. Et je ne perds pas en généralité si je raisonne avec cette nouvelle matrice m tilde, puisqu'en fait, cette opération est juste une translation des valeurs propres, mais elle n'influe pas les vecteurs propres, car la matrice IN est diagonale. Donc mettons que bêta soit négatif, je pourrais continuer mon raisonnement avec m tilde, et ensuite revenir à m, pour la simple et bonne raison que x scalaire m tilde x, par linéarité, c'est égal à x scalaire mx, moins 2 bêta, x carré. Or, xmx est supérieur à bêta x carré, donc c'est supérieur à moins bêta x carré, avec moins bêta strictement positif, c'est strictement positif. Et je peux appliquer le même argument qui dit que les trajectoires sont à nouveau bornées. Ainsi, je ne perds pas en généralité en supposant que bêta qui est égal au min de x scalaire mx sur x carré pour x non nul est strictement positif et que mes trajectoires sont bornées. Et je garde en tête le schéma suivant. Donc l'idée derrière cet argument physique, ça a été de démontrer que pour une matrice réelle symétrique, les solutions de l'équation différentielle x seconde égale moins mx sont bornées. Alors maintenant, l'idée est la suivante.
En fait, par le théorème de D'Alembert-Gauss, je peux toujours trouver une valeur propre complexe de M. Mais le fait que les solutions sont bornées, ça va me donner que lambda est réel. Alors je considère, comme je viens de le dire, lambda une valeur propre complexe de M, et je vais noter U, non nul, un vecteur propre associé à lambda, tel que j'ai la relation mu0 égale lambda u0. Et ce qu'on a à démontrer, c'est que lambda est réel. Alors pour ça, on va considérer le système de Cauchy suivant. Donc ça, c'est mon équation différentielle, et j'impose les conditions initiales x0 égale u0 et x' de 0 égale à 0. Et ça, par le théorème de Cauchy-Lipschitz, ça me donne une unique solution, que je note x de t. Alors je vais considérer x, cette solution, et je vais poser z, le vecteur de taille 2, dont les composantes sont x de t et x' de t. Alors c'est assez classique et c'est assez facile de prouver que, dans ce cas-là, z' de t égale a fois z de t, où A est la matrice définie par bloc 0, in, moins m, 0. Alors à présent, je vais poser les deux vecteurs E1 égale U0, 0, qui vit dans R de n, et E2 qui est égal à 0, U0 qui lui aussi vit dans R de n. Alors en effectuant un produit matriciel par bloc, je me convainc assez facilement que AE1 est égal à moins lambda E2 et AE2 égale à E1. Autrement dit, le plan W qui est égal à vect de E1, E2 est stable par A. Or, les solutions de cette équation différentielle sont les exponentielles de TA, E1. Mais exponentielles de TA et A commutent, donc le plan W est stable par les solutions. Autrement dit, les solutions restent dans ce plan. Pour comprendre physiquement ce qui se passe, et en fait vous allez voir que c'est pas très compliqué, même si ça paraît un peu barbare dit comme ça, en fait le dessin qui nous permet de comprendre, c'est le suivant, c'est le dessin dans l'espace des phases. X avec x0 égale à u0, et la trajectoire qui est la suivante. Et on observe bien que les solutions sont à la fois bornées puisque la trajectoire est fermée dans l'espace des phases, et en plus les solutions restent dans le plan engendré par E1 et E2. Alors cela étant dit, on peut très bien décomposer z de t comme une combinaison linéaire de E1 et E2, en notant par exemple x de t E1 plus y de t E2, où x et y sont des fonctions à valeur dans R. Mais à présent, l'équation différentielle z' égale az implique que x de t, petit x de t, est solution de x seconde de t égale à moins lambda x de t. Car j'ai utilisé, comme on l'a vu juste au-dessus, que a e1 est égal à moins lambda e2. Et ça, c'est l'équation qui va nous occuper jusqu'à la fin. Et il ne reste pas grand-chose à dire en fait, puisque maintenant, si j'appelle alpha égale a plus ib une racine carrée complexe de moins lambda, autrement dit on a alpha carré égale moins lambda, eh bien les solutions de cette équation différentielle sont en combinaison linéaire, donc c exponentielle alpha t plus d exponentielle moins alpha t. Et pour finir, on va étudier le comportement asymptotique de ces solutions. Donc je viens de rappeler les principaux résultats qu'on a obtenus jusqu'alors, et maintenant il est important de noter qu'en fait, grand x de t, c'est petit x de t, E1. Donc maintenant, supposons que petit a soit strictement positif, où petit a c'est la partie réelle de alpha. Alors dans ce cas-là, si je fais tendre t vers plus ou moins l'infini, ça me dit que x de t tend vers plus ou moins l'infini. Or, c'est impossible, puisqu'on a vu que les trajectoires étaient bornées. Donc ça veut dire que c égale d égale 0 est la seule possibilité pour éviter qu'on ait justement une solution non bornée. Mais ça, c'est impossible, puisqu'on avait supposé x non nul. Autrement dit, on obtient un résultat absurde. De même, si A est strictement négatif, on obtient la même conclusion absurde. Autrement dit, la seule solution, c'est que A soit égal à 0. Mais maintenant, si A égale à 0, on a que alpha au carré, c'est égal à IB au carré, c'est égal à B
au carré, et c'est égal à moins lambda. Je viens de montrer que lambda est égal à b au carré, et ça appartient à R+. Et ça termine la démonstration du théorème spectral basé sur donc l'étude du système dynamique x seconde égale moins mx. On remarque que mon lambda est positif puisque je m'étais précisément placé dans le cas bêta strictement positif. Si j'avais eu le cas bêta strictement négatif, j'aurais raisonné avec m tilde, j'aurais trouvé que lambda tilde, donc la valeur propre associée à m tilde, allait être dans R+, et donc que la valeur propre lambda allait être soit dans R-, soit dans R+, elle aurait eu une valeur quelconque, et voilà, c'est pas restrictif en tout cas qu'on obtienne R+ à la fin. Alors, pour conclure, reprenons un peu le fil de notre preuve pour comprendre vraiment la philosophie derrière cette démonstration. Donc on avait M, une matrice symétrique réelle, et on a considéré le système différentiel x seconde égale moins mx. On a fait l'analogie avec le principe fondamental de la dynamique, et ça nous a permis de définir une énergie, et le fait que M soit symétrique, on a permis de démontrer que E était constante. Ensuite, puisque M est une matrice réelle, on a pu, grâce au théorème des bornes atteintes, montrer que l'application donc xmx sur x carré admettait un minimum et que ce minimum était atteint. Ça nous a permis de démontrer que les solutions de cette équation différentielle-là étaient bornées. Le fait qu'elle soit bornée est une conséquence du fait que E soit une constante et qu'il existe un minimum bêta. Et ça, c'est des conséquences du fait que M soit une matrice symétrique et réelle. Donc ça, c'est le cœur de la preuve, le fait d'avoir des solutions bornées. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une valeur propre de M complexe qui existe par d'Alembert-Gauss, et on utilise U0, le vecteur propre associé à lambda, où U0 est non nul, et on considère le système de Cauchy x seconde égale moins mx, avec x de 0 égale U0, x' de 0 égale à 0. À partir de là, on se ramène à un système différentiel d'ordre 1 avec une matrice A qui est définie par bloc, et on arrive à trouver W, un sous-espace stable, tel que toutes les solutions Z de T restent dans cet espace-là. Et le bon dessin, on avait dit que c'était celui dans l'espace des phases, où on a cette ellipse qui est en tout point analogue à celle d'un oscillateur harmonique. Et enfin, on a décomposé Z de T dans ces sous-espaces-là, et le fait que les solutions soient bornées, qui est je rappelle, une conséquence du fait que E soit constante, ça nous a permis de démontrer que forcément, lambda était réel. Et maintenant, si on considère la droite engendrée par le vecteur propre U0, ça nous permet de terminer la preuve du théorème spectral en décomposant la matrice par bloc et en la diagonalisant en base orthonormée. Voilà, donc j'espère que cette démonstration vous a plu. Moi, je la trouve super intéressante puisque elle fait appel à des résultats de physique pour justement démontrer un théorème mathématique. Et ça, je trouve ça assez élégant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir en commentaire. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être une troisième démonstration du théorème spectral. C'est à réfléchir.